Comment vous le trouvez mon tableau? Bah, il est sympa, non? Pour les uns c'est une bague, pour les autres c'est une toute petite molette, mais elle a le pouvoir de faire la part des choses entre le flou et le net dans vos photos. Ah, quelle douce invention. Entre parenthèses, c'est ce qu'on appelle l'ouverture de son diaphragme. Magique! Non. Il s'agit simplement de modifier sa profondeur de champ. Eh mais qu'est-ce que c'est quoi, dis donc? Comment ça fonctionne? Je sais pas m'en servir. Bon si, je sais m'en servir un petit peu quand même, en même temps c'est pas très compliqué. Concentrons-nous aujourd'hui sur le plus précieux rouage de la photographie. En photographie, il est bien important de faire la part des choses et de jauger le flou et le net contenu dans vos photos. C'est quand même important de savoir ce qu'on veut, non? Bon. Tout d'abord, la profondeur de champ, qu'est-ce que c'est? On utilise ce terme pour définir la zone de netteté contenue dans une image. Vous l'aurez deviné, tous les éléments qui se trouvent à l'intérieur de cette zone de netteté seront nets, et à l'inverse, tous ceux qui ne seront pas dans la zone de netteté seront flous. Lorsque celle-ci se trouve du premier jusqu'à l'arrière-plan, on dit que la profondeur de champ est grande. A contrario, lorsque celle-ci est peu présente dans l'image et que le flou domine, on parle alors d'une faible profondeur de champ. Voyez vous-même, faible profondeur de champ, grande profondeur de champ. Après, dans l'image, ça ne passe pas du flou au net comme ça. Net, et blah, c'est flou. Non, quand vous faites votre mise au point sur le sujet, il reste un tiers de netteté devant le sujet et 2 tiers derrière, ce qui laisse une bonne marge, ce qui est bien pratique. Mais cette règle ne fait pas la loi, la répartition des zones varie des sujets à photographier. En macro-photographie par exemple, la répartition se fait de 1,5, 1,5. C'est bien pratique lorsqu'on veut obtenir un maximum de netteté sur son image. Ok, c'est cool, mais là-dedans, le diaphragme, il sert à quoi? Quand vous faites la mise au point sur un élément de la scène, quelque part vous aviez déjà prédéfini ce que vous voulez avoir de net. Par conséquent, il y aura donc une partie floue devant le sujet et floue derrière le sujet. Mais la variation de la profondeur de champ dépendra exclusivement de la valeur de votre diaphragme. Celle-ci s'exprime comme ceci. F suivi d'un chiffre. F1,2, F1,4, F1,8, F2,8, F4... F'8, F'11, F'22. Enfin bref. Oui, on a compris. Ceci correspond à l'ouverture de votre diaphragme. Plus la valeur est basse et plus le diaphragme est ouvert. Et plus la valeur est haute et plus le diaphragme est fermé. Plus le diaphragme est ouvert, plus il laissera rentrer de la lumière, comme je l'ai dit sur ma dernière vidéo sur l'exposition. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est la profondeur de champ. Plus la valeur du diaphragme est basse, et plus la profondeur de champ sera courte. Et à l'inverse, plus la valeur sera haute, et plus la profondeur de champ sera grande. Il y a un moyen mnémotechnique pour se souvenir et comprendre comment l'ouverture de son diaphragme fait pour interagir avec la profondeur de champ. Imaginez que devant votre appareil, vous vous apprêtez à prendre en photo 22 patates. Bon alors, j'utilise les patates, mais ça marche avec tout. Lorsque vous allez fermer votre diaphragme à F22, la profondeur de champ va être de telle à ce que les 22 patates soient bien nettes. La profondeur de champ sera très étendue. Et maintenant, si vous réglez l'ouverture sur F4, seulement 4 patates seront nettes sur les 22. La profondeur de champ aura alors diminué. Bon, c'est pas exactement ça qu'il se passe. Il y a d'autres facteurs à prendre en jeu, en quoi une patate équivaut à une ouverture de diaphragme et tout ça. C'est juste pour bien se représenter comment le diaphragme engendre ce phénomène. Mais il y a un revers de la médaille et tout ça. Admettons que vous allez vouloir avoir une profondeur de champ très faible. Quand vous allez ouvrir le diaphragme, il va y avoir beaucoup de lumière qui va venir se déposer sur le capteur. Pour le peu que la scène ambiante soit très lumineuse, il va falloir augmenter la vitesse de l'obturateur pour contrer un effet de surexposition. Mais bon, ça à la limite c'est pas trop grave. Au contraire, ça permet de bien figer l'instant et de ne pas avoir tout bouger. Donc plutôt cool pour 99% des cas. Mais maintenant vous allez avoir envie d'une photo dans laquelle la profondeur de champ sera très grande. Donc vous allez fermer le diaphragme à F16, F22 admettons. Sauf que là, il y a un bémol. Peut-être même 2. Lorsque vous allez fermer votre diaphragme à F22, la profondeur de champ va s'élargir, mais peu de lumière va atteindre le capteur. Il va donc falloir un temps d'exposition bien plus long pour que la lumière vienne bien s'imprégner sur le capteur. Sauf que, selon la luminosité de la scène, le temps d'obturation peut varier de 1/50 à 30 secondes, voire bien plus pour les cas extrêmes du genre photo de nuit. Et pendant que vous allez prendre votre photo, vous avez peut-être l'illusion d'être immobile, sauf que c'est pas le cas du tout. La tension contenue dans vos jambes et dans vos bras vont créer des petites vibrations, des petits à-coups, et cela va se répercuter sur la photo. Et là, votre belle photo de paysage, ou
peu importe, bah elle sera toute floue. La solution consiste bêtement à poser l'appareil photo sur un trépied. Plus de vibrations causées par le corps, tout est nickel. Puis entre nous, la photo de paysage avec un trépied, y a rien de plus confortable. Vous posez l'appareil photo sur le trépied, vous déclenchez l'obturateur, et le temps que ça se fasse, regardez le paysage, pour le peu que ce soit un coucher de soleil, truffe au vent. C'est trop bon. Et pour optimiser la netteté de vos images, je vous conseille également de paramétrer le déclenchement à 2 secondes de retardement. Cela évitera les petites vibrations causées par le doigt qui viendra écraser le bouton du déclenchement. Vous pourrez aussi paramétrer dans votre boîtier la levée du miroir avant que le déclenchement de la photo se fasse, pour encore une fois éviter les tremblements causés par la levée du miroir. Premier bémol résolu. Bon, il en reste un dernier. Ça concerne les objectifs. Selon sa conception et son origine, l'ouverture du diaphragme peut primer sur la qualité de la netteté. Le piqué de votre image, tous les détails contenus dans votre photo, peut très légèrement décliner lorsque l'ouverture du diaphragme approche les f22. L'objectif qui était livré avec mon tout premier appareil photo réflexe, le Pentax KR, était un 18-55, un objectif basique qu'on trouve sur tous les modèles. Pendant une longue période de ma vie, j'ai fait beaucoup de photos de paysages, je m'y consacre toujours d'ailleurs, et j'ai remarqué par la suite sur les modules de développement que le piqué de mon image était nettement supérieur à f16 qu'à f22. Je dirais même que le rendu était plutôt crade. Bien crade quand même, bien crade. Et comme j'avais 15 ans et que dans un magazine j'avais lu que soi-disant F22 c'est la vie pour la photo de paysage, bah toutes mes premières photos toutes mes premières photos étaient ce qu'elles étaient, voilà. Alors, je dis pas que je faisais de la photo de qualité, mais quand par la suite je me suis aperçu de l'erreur, je me suis dit ah bah c'est con hein, maintenant que t'as plus de 300 photos shootées à F22 et elles sont toutes floues dégueulasses. Après, ne vous fiez pas à ce qu'il y a décrit dans les magazines, ne vous fiez pas à ce que certains photographes vous prétendent. Même en ce qui me concerne, le mieux reste encore de faire vos tests à vous. Vous essayez comme ci, vous essayez comme ça, et après en post-production, vous voyez bien vous-même comment votre objectif gère le piqué à F22 ou F16. Certains prétendent aussi que la profondeur de champ varie selon l'objectif. Petite parenthèse. Les objectifs sont caractérisés par leur focale. Alors je vous épargne tous les fondements mathématiques, hein. Si vous y tenez vraiment, je ferai une vidéo dessus, mais c'est pas ce qui me branche tout de suite. Ça risque d'être chiant. Mais néanmoins, faut quand même comprendre la logique. La longueur focale s'exprime en millimètres. Un objectif de 14 mm, focale courte, c'est un grand angle. Si je le monte sur le 600D, ça donne ceci. Ça permet le cadrage large d'un sujet plus ou moins rapproché. Ça me permet de constater qu'on voit également que je ne suis pas vraiment assis sur une vraie chaise. Le 300 mm, focale longue, la longueur focale n'a rien à voir avec la taille du bazar. C'est un téléobjectif. Si je le monte sur le 600D, ça donne ça. Bon, là, le cadrage est pas bon. Voilà. Bien pratique pour une photo animalière, ou tout sujet qui serait éloigné. Il y a effectivement une histoire de convergence des rayons par rapport au téléobjectif et à l'ultra grand angle, mais ça n'a rien à voir avec la profondeur de champ. Mathématiquement parlant, ça revient exactement au même. La profondeur de champ avec un téléobjectif peut être largement accentuée si on le règle sur f16, f22. Le café froid, c'est ma passion. Dès lors que nous savons maîtriser la profondeur de champ, la question est en droit de se poser. Quel est son intérêt au final? La plupart du temps, quand on fait la mise au point sur un sujet, le point est fait, puis basta. En premier point, cela introduit dans notre composition une dimension poétique ou romantique. Lorsque les éléments sont représentés de manière confuse, cela peut avoir pour conséquence de perdre leur effet anecdotique, ce qui pourrait figer l'instant dans l'éternité, à condition que ce soit une bonne chose. Enfin, moi je l'espère. Cela a également le pouvoir de canaliser l'intention de la personne qui regarde la photo sur le sujet de net. Exemple, lorsque je tourne des courts-métrages, ce qui se fait de moins en moins rare, je dois l'avouer, l'ouverture de mon diaphragme est au bord de l'explosion pour que l'on se canalise sur la zone de net. Comme l'œil humain est nativement attiré par du concret, cela a pour but d'attirer l'attention. C'est ce qu'on appelle détacher son sujet de l'arrière-plan. C'est aussi l'occasion de pouvoir suggérer une ambiance plutôt que de devoir la masquer. Et de manière bien plus fourbe, la faible profondeur de champ peut masquer des éléments contenus dans le cadrage. Exemple, un grillage, une ligne de chemin de fer, ou encore un pote qui a eu l'idée du siècle de vouloir faire une photo bombe. Bon, ça arrive.
Tout ça peut être confondu dans le bokeh. Alors le bokeh, c'est des petites billes de couleur contenues dans le flou. Mais je m'attarde pas trop là-dessus parce que ça fera l'objet d'une autre vidéo. A l'inverse, une grande profondeur de champ est bien pratique lorsque la scène s'y prête. Exemple pour la photo de paysage, lorsque tout est bien net, ça montre l'étendue de la scène. Poétiquement parlant, on pourrait dire que l'étendue de netteté dans la scène pourrait refléter l'endroit tel qu'il est réellement. Une grande profondeur de champ est également très utile pour les photos de groupe. Lors d'un mariage par exemple, les mariés sont primordiales devant la mairie. Mais ce serait quand même dommage que sur la photo de groupe, tonton André et tati Jacqueline soient confondus dans un gros flou perdu au milieu de la foule. Pareil pour une photo de classe. Même si on parle pas d'une profondeur de champ qui s'étale à perte de vue, ce serait quand même dommage. Puis vous imaginez le délire aussi par derrière. On met toutes les têtes de classe au premier rang, puis les autres, on les perd dans le flou. Un peu du style non pas toi t'es moche. Tu vas abîmer le capteur de mon appareil photo. Puis on sait très bien que tu t'en fous de la photo. Tu vas encore me faire des signes tribal avec tes petits doigts comme ça, comme tous les ans. Bon alors comme tes parents ont signé, on peut faire des efforts, mais je te promets pas que tu seras net. Non, je pense pas que moralement ça passe très bien. Mais bon, maintenant que vous savez tout sur la profondeur de champ, j'espère que vous saurez prendre des explications à votre profit pour que les prochaines photos ne se fassent pas par le biais du hasard. Il reste néanmoins 2-3 petites choses à expliquer concernant la profondeur de champ. Je veux bien sûr parler de l'hyperfocale, mais j'hésite un petit peu à faire une vidéo là-dessus parce que le problème c'est qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ont déjà fait des vidéos là-dessus qui sont très bien expliquées, qui sont très bien détaillées. Donc j'hésite un peu à le faire à ma sauce. Si vous me conseillez de le faire, je le ferai avec plaisir, mais s'il n'y a pas la demande, je pense pas que je m'y tenterai. Et si bien sûr la demande y est, je pense que je ferai un condensé de toutes les vidéos concernant l'hyperfocale que j'ai déjà vu. J'en ferai un, je mettrai ça dans le checker, puis je le ferai à ma sauce. Tout est désormais concret, du moins je l'espère, concernant la profondeur de champ. Vous pouvez me laisser un commentaire ou des questions dans la page en bas, je vais pas vous expliquer comment ça marche. Mettez-moi un pouce vert si vous avez aimé, mettez-moi un pouce rouge si vous me voulez du mal. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de EW Pictures, mon Facebook, mon Instagram. N'hésitez pas également à faire un tour sur mon site internet www.ewpicture.com. J'en profite également pour dire que je pense que par rapport à ma chaîne, j'ai trouvé un bon rythme. Je pense m'engager à sortir une vidéo à peu près toutes les 2 semaines, le 15 et le 31 du mois. Sauf pour février, il n'y a pas de 31, ça paraît évident. Je me suis un petit peu refait au niveau de tournage de vidéos, j'ai 2 boîtes à lumière là qui me sont bien utiles. On peut comparer par rapport à la vidéo de l'exposition, maintenant et avant. Du coup on constate que ça change un petit peu quand même. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, diffusé, partagé, aimé, détesté, enfin bref. C'était Florian Agnières, photographe du site EW Pictures. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!